La présentation des blocs. Suite à notre vidéo précédente, nous aborderons aujourd'hui la présentation des deux blocs, soit le bloc de l'Est, pro-soviétique, et le bloc de l'Ouest, pro-américain. Dans un premier temps, nous nous attarderons au bloc de l'Ouest, représenté ici par l'oncle Sam, figure emblématique du patriotisme américain. Nous aborderons l'idéologie, le pacte financier, qui a été vu antérieurement, et l'organisation de défense du bloc. Nous ferons également de même pour le bloc de l'Est, ou, si vous préférez, le bloc pro-soviétique. Nous aborderons l'idéologie, le pacte financier et l'organisation de défense du bloc. Débutons par le bloc de l'Ouest de l'oncle Sam. Tout d'abord, il faut savoir que les pays de ce bloc sont démocratiques, c'est-à-dire qu'il y a des élections, le multipartisme est de mise, c'est-à-dire que plusieurs partis peuvent se présenter aux élections. Dans un deuxième temps, les pays respectent les droits et libertés fondamentales, du moins dans leur pays. Au fil du temps, plusieurs ont soutenu des dictatures. Finalement, les pays sont capitalistes. Au besoin, retourne voir ce qui est du capitalisme au chapitre 1 du cahier d'activité. Rapidement, les Américains se sont engagés à consolider le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire à le rendre plus solide, à l'aide de différentes stratégies. Évidemment, la peur du communisme. Je vous rappelle qu'en 1947, Harry Truman a mis en place la politique Truman, ou politique d'endiguement, ou encore une fois en anglais, le containment, avec laquelle il offrait une aide militaire à tous les pays qui se sentent menacés par le communisme. Comme nous l'avons vu antérieurement, l'arme économique du plan Marshall a beaucoup aidé également à fidéliser les pays alliés aux États-Unis. C'est plus de 13 milliards de dollars qui sera offert aux pays d'Europe afin de se reconstruire. Nous pouvons identifier ici la proportion accaparée par chaque pays ainsi que les différents secteurs dans lesquels l'argent a été investi. Si tu as oublié les grandes lignes de la doctrine Truman et du plan Marshall, je t'invite à retourner écouter la vidéo sur l'introduction de la guerre froide. Finalement, en 1949, les pays du bloc de l'Ouest se dotent d'une organisation militaire défensive, l'OTAN, pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Évidemment, l'objectif est de protéger le bloc de l'Ouest contre les vilains pays communistes. L'article 5 de la Charte de fondation dit que si un seul pays se fait attaquer, il est du devoir de tous les autres membres de l'Alliance de répliquer. Cette organisation existe toujours aujourd'hui, mais évidemment, son rôle a bien changé. Passons maintenant au bloc de l'Est, ou le bloc pro-soviétique. Dans ce bloc, les pays sont des démocraties populaires, c'est-à-dire que dans les faits, il y a des élections. Mais la Constitution permet uniquement aux partis communistes de prendre le pouvoir. Disons qu'une élection avec une seule mise en candidature, c'est très peu démocratique. Rappel, si tu vois démocratie populaire, ce n'est donc pas une démocratie. Ces pays ont également peu de respect pour les droits fondamentaux et les libertés. Regarde régulièrement ce qui se passe en Chine ou encore en Corée du Nord. Au niveau économique, le communisme règne en maître. L'économie est planifiée, il n'y a donc généralement pas de liberté d'entreprise et ces dernières sont soumises à l'État. Du point de vue de l'idéologie, les Soviétiques répliquent à la doctrine Truman par la doctrine Jdanov. Vous pouvez apercevoir ici Andrei Jdanov sur la photo en haut à droite. Selon l'idée de la guerre froide et de Jdanov, les États doivent choisir leur camp. Primo, ils se rangent dans le camp impérialiste du bloc de l'Ouest, derrière les Américains, les Français, les Britanniques, pour ne nommer que ces pays-là. Selon Jdanov, ces pays cherchent à dominer le monde en soutenant la colonisation afin d'alimenter leur industrie. Deuxième choix, ils choisissent le camp anti-impérialiste. Bon, vous avez compris qu'il s'agit du bloc de l'Est, ou communiste. Ces pays visent à libérer les peuples tout en développant le communisme. Pour ce faire, des mouvements ouvriers sont mis en place. Il y a soutien aux partis communistes frères du monde entier, et évidemment, les relations entre frères, c'est pas toujours bon. Et finalement, le discours est fortement anticolonial. Ce dernier sera bien populaire dans les années 50-60 lors de la décolonisation de l'Afrique. Afin de protéger le bloc de l'Est, les grands idéaux communistes, les Soviétiques ont fondé en 1955 le pacte de Varsovie. Ce pacte est en somme une réplique à l'OTAN, fondée en 1949 par les Occidentaux, et leurs rôles sont identiques, assurer la protection de leurs blocs respectifs. Mais revenons au principe des mouvements anti-colonisation. En regardant les cartes, nous remarquons que plusieurs pays d'Europe sont identifiés comme pays satellites de l'URSS. Un satellite,
Ça gravite autour d'un corps plus grand, comme par exemple la Lune est un satellite naturel de la Terre. C'est donc dire qu'elle est entraînée dans son orbite. C'est la même chose pour les pays satellites. Ils sont entraînés dans l'orbite de l'URSS. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ces pays ont été libérés des Allemands par les Soviétiques et ces derniers y ont implanté des gouvernements communistes sans consulter la population, en toute violation avec les accords de Yalta. Bref, ils dénoncent l'impérialisme des Occidentaux, mais ils font exactement la même chose sur l'Europe de l'Est. Ces pays sont devenus des démocraties populaires, des États satellites dominés par Moscou. Puisqu'ils ont refusé l'aide du plan Marshall pour eux et également pour les États satellites, les Soviétiques vont donc mettre sur pied quelque chose qui devait donner l'illusion de leur grande générosité. C'est ainsi qu'est né le KM, pour Conseil d'assistance économique mutuelle. En anglais, on pourrait le traduire par Comecon, comme vous le verrez plus tard. Cependant, comme le démontre la caricature, cette structure est davantage bénéfique pour les Soviétiques que pour les autres membres du pays du bloc de l'Est. Finalement, nous avons mentionné tout à l'heure l'Organisation de défense militaire, soit le Pacte de Varsovie. Ce dernier est créé en 1955 et il est une réplique à l'OTAN. Vous pouvez apercevoir ici la carte de la guerre froide en Europe. En rouge, vous êtes capable d'identifier le bloc de l'Est, évidemment dominé par l'Union soviétique, et les pays en rouge plus pâle, comme la Pologne, la République démocratique allemande, la Tchécoslovaquie, et ainsi de suite, sont donc les États satellites, qui sont dominés par Moscou. En bleu, vous voyez les pays du bloc de l'Ouest, donc qui se sont rangés derrière les Américains, et les bulles représentent tout simplement la part du plan Marshall que ces pays ont obtenu. En 1953, survient un événement qui va perturber le bloc de l'Est, la mort de Staline. Plusieurs personnes en URSS se sentent délivrées d'un dictateur brutal et sanguinaire qui avait souvent bien peu de considération pour son peuple. Les pays satellites accueillent cette nouvelle comme une libération. Son successeur est Nikita Khrouchtchev. Dès son arrivée au pouvoir, ce dernier se hâte de produire un rapport. Le rapport Khrouchtchev sur la déstalinisation. Afin de redonner un petit peu de confiance au peuple dans le Parti communiste, il dénonce des atrocités comme les purges staliniennes ou encore des interventions internationales contestables comme étant l'œuvre de Staline et non pas du communisme. Dans les pays du bloc de l'Est, la déstalinisation est confondue. Les États satellites mélangent déstalinisation, qui symbolise tout simplement d'effacer les crimes de Staline, et désatellisation, c'est-à-dire retrouver leur autonomie. À de nombreux endroits, les mouvements de libération sont brusquement freinés, la plupart du temps par l'intervention des chars du Pacte de Varsovie. C'est le cas à Berlin en 1953, rien à voir avec le mur de Berlin, en Hongrie en 1956 et finalement en Pologne également en 1956. Nous voyons ici les manifestants réclamer simplement du pain. En Pologne, les chars soviétiques n'interviennent pas, car le nouveau dirigeant communiste fraîchement élu, Gomulka, va assurer que le pays ne quittera pas les institutions soviétiques, comme le KM et le Pacte de Varsovie. Nous terminerons en disant qu'en octobre 1949, un coup de tonnerre incroyable ébranle le monde. La Chine du révolutionnaire Mao Tse-tung déclare la République populaire de Chine. L'URSS voit donc un nouvel allié se joindre au groupe des pays communistes, et pas n'importe lequel. Cependant, les réjouissances seront de courte durée, car rapidement, les Chinois ne voudront pas jouer les valets du grand frère soviétique, ce qui aura pour conséquence de scinder le bloc de l'Est en deux. Avec la décolonisation qui s'amorce au début des années 50, certains pays africains seront attirés par le communisme, se tourneront davantage vers le communisme chinois, qu'ils jugent moins impérialiste que celui des soviétiques.